Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquence Populaire. Alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager auprès de vos amis, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir quelqu'un de remarquable, Stéphane Rosès, que tout le monde connaît et qui a fait tellement de choses que tout le monde ne sait pas tout de lui. Alors on sait que Stéphane Rosès, vous êtes politologue, peut-être un des plus grands politologues français, parce que quand on dit Frédéric Dabi, Jean-Daniel Lévy, Jérôme Fourquet, eux-mêmes très connus, écoutés, entendus par les Français, on ne sait pas que c'est vous qui les avez recrutés, formés. Donc on peut rajouter également deux excellents autres. Ils sont Emmanuel Rivière et Bruno Chambard, oui. Dans d'autres instituts, oui. Vous avez travaillé au début à BVA Sofres. Oui. Vous êtes un sondeur peut-être aussi, parce qu'avec les imaginaires. Ceci dit, le métier de sondeur, surtout dans les estimations, où il faut rendre à 20 heures pile poil le résultat, alors les bureaux de vote ont fermé 1 heure avant ou 2, c'est un métier très rigoureux. Donc on nous voit à la télé, on parle apparemment de choses et d'autres, mais le métier de sondeur est un métier effectivement qui demande précision, compétence. Il faut 7-8 ans pour commencer à être un bon sondeur. C'est un peu comme les compagnons du Tour de France. Tout dépend de qui vous a formé. Moi, j'ai eu la chance d'être formé en quanti et en estimation par Jérôme Chaffray et en études qualitatives, toujours à la Sofres, avant d'être DG de l'Institut CSA par Muriel Aberjean. Donc ce sont des métiers très précis, très rigoureux, et pas seulement des métiers où on analyse et on pense. Et puis vous en avez été un bon, puisque vous aviez anticipé bien mieux que d'autres, par exemple la victoire de Chirac sur Jospin, et puis surtout la victoire du non au référendum sur le traité constitutionnel européen, que personne ne voyait. Vous avez été le premier, il me semble, oui, à annoncer la victoire du non. Alors c'est intéressant parce que j'étais un quantitativiste, donc ce qu'on voit dans les médias, les chiffres, il s'agit de mesurer. Et puis il y a les études qualitatives, où il s'agit non pas de mesurer, mais de comprendre. Et les méthodes qualitatives permettent d'aller voir les attitudes en profondeur et ensuite de pouvoir se déployer dans une campagne en comprenant ce que vont être les ressorts de la campagne, en allant justement aux attitudes latentes. Et donc, comme j'étais réputé être un bon qualitativiste, ce qui fait que j'ai travaillé pour 16 candidats différents lors de 5 présidentielles et 3 présidents de la République, je faisais des qualis avant les quantis. Et donc, quand je voyais arriver des chiffres, je les restituais dans leur crudité, sans trop redresser, parce que la plupart du temps, les chiffres arrivaient quand mon paysage mental était à même de les accueillir. C'est-à-dire quand il y a une baisse de 11 points du oui lors du traité constitutionnel européen de 2005, c'est parce qu'auparavant, je fais des études qualitatives pour Claude Chirac, l'Élysée, François Hollande, le PC, et donc je comprends ce qui arrive lors de la directive Bolkestein. Et donc je vois bien la baisse très brutale de l'abstention et le déferlement vers le non. Et même, je l'avais anticipé, pas ce qui va devenir la directive Bolkestein, mais les conditions, alors que le oui était à 61, pour que le non passe devant. Et donc, je suis à même
de sortir du bois, de mettre ma tête sur le bio, le journal Le Monde me boycotte pendant une petite semaine sur le thème. Si on parle du sondage CSA, il faudra parler de Stéphane Rosès et de son passé. Bref, on ne croit que ce que l'on comprend. Donc le journal Le Monde et la plupart à Paris ne comprenaient pas, donc ils ne croyaient pas. Et quand moi je vois arriver les chiffres, je crois parce que je comprends. Et je suis prêt à mettre ma tête sur le bio, et heureusement, le concurrent Ipsos va raccourcir dans le temps sa vague et me libérer d'un poids que vous imaginez, en donnant le même résultat à un point en plus pour le nom que j'avais donné. Donc c'est ça, en fait, un bon sondeur, c'est pas seulement quelqu'un qui se base sur les chiffres, mais quelqu'un qui connaît le monde, qui l'analyse et qui il met les mains dans le cambouis, qui ne reste pas... Le cambouis, c'est aller des expressions manifestes aux attitudes latentes. Si on comprend les attitudes latentes, quand je vous ai dit que j'avais travaillé pour 16 présidentiables, beaucoup d'entre eux, il suffisait que je fasse une bonne analyse et de bonnes préconisations pour une seule grosse étude qualitative suffise. Ainsi, quand je travaillais pour Chirac en 2002, j'avais donné, grâce au Cali, l'orientation qui faisait que Jospin va de lui-même s'affaisser en attaquant à l'américaine Chirac au nom du fait qu'il ne serait pas moral. Mais en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, la morale n'est pas au-dessus de la politique. Ce qui est au-dessus, c'est l'incarnation et le projet. Donc vous voyez, on n'est pas des protestants, on n'est pas... Donc il faut du temps pour comprendre ce qui fait les attitudes profondes et pour admettre qu'on a les mêmes outils qu'aux États-Unis. Souvent, on court après les outils des Américains en matière de campagne électorale, que ça soit Internet, les outils marketing, les réseaux sociaux, le ciblage. Sauf qu'il y a une petite chose qu'il faut prendre en compte, qui n'a l'air de rien, c'est qu'un Américain, ce n'est pas un Français. Et un Français, ce n'est pas un Américain. Tant qu'on ne va pas à qu'est-ce qu'un Français ou qu'est-ce qu'un Américain, on se contente d'accompagner, de commenter, sans aller à des analyses profondes. On va y venir. Mais en plus, vous avez également mis les mains dans le cambouis en faisant de la politique. Vous avez été il y a longtemps, jeune, vous avez été... Ah, mais c'est bien que les gens sachent, parce que oui. C'est aussi ce qui permet d'avoir une telle vision précise d'ensemble dont on va parler. Donc vous avez été à la Ligue communiste révolutionnaire. Vous êtes allé au feu aussi. Oui, j'étais au service d'ordre, donc il y avait un peu des exercices physiques avec les autonomes, les Black Blocs de l'époque, contre les autonomes, l'extrême droite, oui, des petites opérations nocturnes, et puis de temps en temps les forces de l'ordre. Oui, c'était une autre période, on était fin des années 70, milieu des années 70, milieu des années 80, c'était une toute autre période. C'était avant la chute du mur de Berlin. Oui. Et puis, ça se sait moins, mais vous avez été un des fondateurs de la fondation Marc Bloch. Oui. Et aussi, vous avez été sur les fonds baptismaux du mouvement des citoyens. Oui, absolument. Voilà. Après un passage au Parti socialiste, secrétaire de section dans l'ancienne section de Lionel Jospin, Chapelle-Goutte d'Or, oui. Donc un parcours politique plutôt à gauche, qui finit à la gauche républicaine, on va dire. Oui. Mais en même temps, vous avez... Plutôt à gauche, permettez à l'ancien trotskiste de préciser,
au départ révolutionnaire, bolchevique et pas gauchiste, normalement. Mais professionnellement, vous avez travaillé avec tout le spectre politique, que vous connaissez très très bien. De Philippe de Villiers au Parti communiste, et j'ai travaillé pour les présidents Chirac, Hollande et Sarkozy, oui. Alors c'est tout ce passé, cette expertise, cette connaissance de la société française qui va vous amener à écrire ce livre qui est remarquable, et j'invite réellement ceux qui ne l'auraient pas encore lu d'aller courir l'acheter, de l'offrir peut-être pour Noël. Ça pourra animer quelques débats. Oui, c'est pas grand-chose et c'est très très intéressant. Donc ce livre, c'est celui que vous voyez sur le présentoir, c'est Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Et vous m'avez fait penser à Lampedusa, qui a écrit Le Guépard. Parce que c'est très étonnant, vous avez fait énormément d'éditoriaux, vous avez contribué à des ouvrages, vous avez écrit énormément d'articles, fait beaucoup d'analyses, mais finalement, vous n'êtes pas de ceux qui sortent des dizaines de livres comme ça à l'appel. Vous en avez fait 2, il me semble, ou 3. Mais celui-là, c'est comme une quintessence qui saisit le cœur de tout ce que vous avez fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il a cette puissance. Alors je pense à Lampedusa, parce qu'il a écrit que Le Guépard, mais quel livre sociologique qui décrit merveilleusement une époque, une transition d'un monde à un autre, dans le contexte de la Sicile qu'il connaissait très très bien. Et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus intéressant. Oui, oui. Je pense que ce livre, vous avez raison, est le fruit de près de 40 ans de travail, mais avec des périodes dans mes grilles d'analyse. Au fond, ma grille d'analyse sur l'imaginaire des peuples a seulement 2 décennies sur 40. Hein. Je dirais autour du moment d'un cancer où le pronostic vital était engagé et où je suis passé de cartésien, pensant que l'esprit conduit le corps, pensant que le haut fait le bas, ce qui est surtout un apanage du trotskisme qui fait le trotskisme, ou bien les néoconservateurs américains, dont beaucoup d'eux étaient des anciens trotskistes. Comme Wolfowitz. Voilà, donc l'idée que le réel se fait par les appareils, par les partis, par la puissance, par les avant-gardes et s'impose au peuple. Eh bien, comme on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur, mon monde intérieur a été bousculé par ce cancer où pendant quelques mois, le pronostic vital était engagé, mais surtout, j'avais le cancer du buveur et du fumeur. Or, ni je ne buvais, ni je fumais, j'étais même assez sportif. Et ça m'a amené à reconsidérer fondamentalement mon monde intérieur. Il n'y a pas d'un côté l'esprit et le corps, et l'idée que l'esprit serait en surplomb du corps, les deux sont liés. Donc, pour moi, il y a quelques grandes figures de l'imaginaire français, Rabelais, Descartes, Voltaire, le musicien Rameau, Hugo, Napoléon de Gaulle, bref. Mais Descartes est un grand penseur qu'il ne faut pas seulement réduire au discours de la méthode, mais il faut aller voir les méditations métaphysiques et le traité de la passion, des passions. Il y a plusieurs Descartes, mais c'est vraiment l'émanation de l'imaginaire français. Et donc il m'a fallu une expérience très personnelle pour me déprendre de l'imaginaire français qui nous fait voir les choses par le haut, loin, mais en mésestimant ce qui agit le bas. Et donc là, j'ai commencé, outre
tous les qualis que j'avais faits, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à bien distinguer le réel de la réalité. Hein. Le fait que ça, c'est une tasse, bon, c'est le réel, mais si on la voit à 1 kilomètre, vous verrez, je sais pas, un chapeau, moi je verrai autre chose. Ça, c'est la réalité. Et donc, c'est les écarts entre vous et moi qui statuent qu'il s'agit bien d'une tasse. Donc, ma grille d'analyse et de pensée a demandé que je m'écarte de l'imaginaire français pour en comprendre les singularités qui résident dans le fait de ne pas du tout considérer qu'il y aurait des distinctions culturelles entre les peuples, d'où notre arrogance dans le monde. Napoléon l'aimait bien quand il débarquait avec ses grandes idées, mais les Français étaient pesants, très pesants, à vouloir les imposer. C'est toujours la même histoire. Donc, reconnaître les singularités des peuples, le fait qu'un Allemand, c'est pas un Français, en plus discipliné, c'est un Allemand. Un Italien n'est pas un Français qui aime le bel canto, volubile, sympathique, ou l'anglais, un Français un peu perfide. Non, non, un Anglais, c'est un Anglais. Il y a un imaginaire anglais très riche, pareil pour les Italiens, enfin partout en Europe. Bien sûr. Alors que spontanément, dès qu'on commence à parler de singularité politique, culturelle en France, on commence à être suspect. On serait culturaliste, voire pire. Donc, l'étape, au fond, le fait que j'ai été beaucoup un qualitativiste m'a fait aller au phénomène latent qui conduisent les attitudes et ce que je vais ensuite constater au travers des événements ou des chiffres, mais aussi ce cancer assez grave. Et puis que j'ai été trotskiste ou ensuite un professionnel, le fait d'avoir été privé de mon père quand j'étais un adolescent, un petit garçon, m'a donné une grande capacité de pouvoir analyser une situation en m'écartant des affects. C'est-à-dire que je peux très froidement et de façon réaliste juger d'une situation indépendamment de pour qui je travaille, indépendamment... Et de ce que vous ressentez. Et de ce que je ressens. Parce qu'au fond, le père donne la norme, l'autorité et l'affection. Mais sans cesse chez les hommes, les deux sont mélangés. Quand on est privé de père, on doit devenir son propre tribunal, ni se construire dans la continuité du père, ni dans l'opposition du père, mais sans cesse se demander est-ce que ce que je fais, c'est juste, légitime, bon, bref. Et donc ça veut dire dès le départ une distance cognitive avec son objet d'étude. Donc je dirais le décès de mon père, les études qualitatives très poussées que je menais, plus ce cancer, ont opéré un pivotement copernicien. Et là, j'ai commencé à dire oui, les Français pensent que c'est ça le réel, ça vient du haut, mais en fait ils ont agi par le bas. Et donc, j'ai pu assez vite comprendre que travaillant pour des présidentiables ou des futurs présidents, au départ, ils croient que c'est eux qui font le peuple, qui sont des auteurs de la politique. Non, c'est une illusion liée à l'imaginaire français. Ils ne sont que des acteurs du spectacle voulu par le peuple
Ensuite, il y a bien d'autres problèmes dans l'adéquation entre le peuple et ses dirigeants. Mais pour moi, une présidentielle, ce n'est pas l'élection d'un président disputé dans une arène où les présidentiables diraient au peuple « voilà où on va ». Non, c'est pas ça. C'est le fait de réactiver l'imaginaire français, de remettre en marche le pays pour les 7 ans ou les 5 ans qui viennent, à partir d'une dispute politique commune, dont les présidentiables vont être les acteurs et non pas les auteurs. Et quand, sitôt élus, ils pensent pouvoir s'exonérer de cela, Chirac, en quittant le cul des vaches en 1995, pour être aux côtés d'Helsinki et Clinton en laissant Juppé en première ligne, Sarkozy avec le Fouquet's et ses façons de faire à l'américaine, Hollande avec la présidence normale, comme si on était dans un pays scandinave. Dès qu'une fois élus, les présidents semblent vouloir imprimer leur marque, alors il se passe une première césure qui est pour beaucoup liée à notre imaginaire, mais aussi le fait que ces 30 dernières années, l'État dont ils occupent le sommet s'est retourné contre l'imaginaire de la nation dont ils procèdent et le contrat initial noué avec les citoyens. Eh bien, on continue à en parler de cet ouvrage qui est d'ailleurs dans la forme assez intéressant parce que c'est un entretien avec Arnaud Benedetti qu'on salue, le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Donc c'est comme une discussion philosophique, ce qui le rend peut-être encore plus... La forme le rend très intéressant, cet échange. Et là où Arnaud Benedetti est vraiment très bien, c'est que au fond, on se connaissait l'un et l'autre depuis quelque temps, mais ces interrogations ne sont pas du tout de complaisance. On le voit bien dans l'entretien. Oui, il aiguillonne le débat, oui. Il me pousse dans des retranchements pour m'obliger à approfondir les choses, et de sorte que le produit fini n'est pas de même nature que si j'avais été seul à construire une cathédrale. C'est pour ça que c'est original, ouais. C'est comme un dialogue grec, en fait. Voilà, c'est comme une série... Alain Suppiot, le grand professeur du Collège de France à qui je rends hommage, m'a dit j'ai lu le livre et je ne l'ai plus quitté des mains. Pourquoi ? C'est la différence entre un roman, enfin un film et une série. Le film impose au spectateur tout un récit du début à la fin. Un entretien bien mené, ce qui est très rare. Bon, mais un entretien bien mené comme celui mené par Arnaud Benedetti fait que le lecteur, m'écoutant, se dit « Tiens, est-ce que Benedetti va relancer Rosès sur la chose à laquelle je pense, soit qui mérite éclaircissement, soit éventuellement je n'adhère pas à l'idée. Et donc, effectivement, ça fonctionne comme une série où il y a toujours un moment de latence qui laisse respirer le lecteur et dont on attend du journaliste, politologue, communicant Arnaud Benedetti le soin d'approfondir et de poser les bonnes questions. Je crois que le contrat a été rempli. Largement. Donc là, on a ce dialogue qui est une sorte de diagnostic sur l'état de la France, oui, et qui se pose la question du destin de la France. Oui. Si je résumais vraiment à l'extrême, on pourrait dire que la France naît quelque part de la rencontre, comme vous le dites, entre les Celtes, les Germains et les Romains, et que c'est dans cette potion magique, oui, que
que se forge le peuple français, et que par là même, à cause de cette première rencontre, on peut couper. C'est l'avantage des. Oui, tu peux répondre à ceux. C'est le tien qui faisait un petit. Non, c'est ça. C'est le qui fait des petits oiseaux, c'est pas grave. Non, les petits oiseaux, ça va. Il y aura. Alors. Donc j'en prends. Donc c'est. Je crois que c'était même comme ça, tu vois. Ouais. C'est de cette rencontre, de ce creuset, que naît le peuple de France, qui résout ses contradictions par le politique. Oui. Et ça, c'est fracassé par la mondialisation néolibérale. Oui. Si je résumais vraiment en une phrase. C'est ça. Si vous le voulez bien, Georges, il faut préciser une chose. Je ne suis pas un universitaire ni un chercheur. Même si vous enseignez depuis très longtemps à Sciences Po. Oui, mais au fond, j'y enseigne pour apporter aux étudiants à Sciences Po, autrefois à HEC, mon expérience professionnelle qui m'a amené à penser des choses. Mais pourquoi cette grille d'analyse à partir des imaginaires des peuples? Mais parce que travaillant pour des instances internationales comme la communauté européenne, un temps les études de la CIA, l'USIA ou le Marshall Fund, ou bien HEC, Ernst & Young, sur les problématiques d'image, de brain nation et tout. Bon, tant de choses qui ont fait aussi mon enseignement à HEC, je me suis aperçu qu'il y avait des constantes dans les façons d'être et de faire. Dans mes études comportementales, dans le rapport que nous, le citoyen à la nation, le résident à son territoire, le salarié à son entreprise, l'internaute aux réseaux sociaux, le consommateur au marché, et notamment en France, au capital immatériel d'une marque. Et c'est en m'apercevant, j'ai été aidé par le fait d'être DG d'un institut de sondage, donc je voyais les études d'opinion, politique, corporate, marketing, banque, finance, assurance, Internet. Et à un moment, j'ai constaté qu'il y avait des constantes dans les façons d'être et de faire. Donc s'il y a des constantes, ensuite, je m'interroge sur pourquoi ces constantes, pourquoi ces continuités dans le temps, dans l'espace, et tout de suite après, qu'est-ce qui distingue le français des autres? Qu'est-ce qui distingue l'occidental de l'oriental dans sa façon d'approcher la mondialisation ou le numérique? Donc j'avais des outils empiriques me permettant, au bout d'un certain temps, d'où le fait que ce livre ne pouvait pas être fait à la va-vite, avec un peu d'intelligence et quelques données pour en faire un produit intellectuel. Non, ce livre, c'est une grille d'analyse qui fait remonter, comme vous le dites, à la façon dont les peuples se sont assemblés, leur imaginaire, c'est-à-dire leur façon d'être et de faire. Et dans ma grille d'analyse, les imaginaires sont constants, c'est-à-dire que nos façons d'être et de faire remontent à plusieurs siècles. Par contre, ce qui bouge avec le réel, les imaginaires étant des creusets, ce sont les outils, représentations, institutions religieuses, politiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique et les rapports à la géopolitique. Et je vais même au-delà. Pour moi, l'histoire n'est pas une flèche indiquant les évolutions des formes matérielles ou des idées, pour faire vite Marx ou Hegel, mais pour moi, l'histoire résulte de la cohérence ou non entre les imaginaires comme creuset et leurs outils.
Et donc, j'interprète le chaos du monde actuel par le moment que nous vivons. Les peuples ont entretenu, pour des raisons d'égalité, de rattrapage social ou de cupidité, mis en place une globalisation néolibérale qui est sortie des gonds de la mondialisation mosaïque de civilisations et de peuples aux imaginaires différents. Ce sont les sociétés elles-mêmes qui ont entretenu ce mécanisme, et il arrive un moment, c'est le moment actuel, où les peuples se sentent dépossédés de leur destin. Les peuples sont interdépendants économiquement, numériquement, financièrement, sanitairement, écologiquement, et pourtant ils ont des intérêts communs, et pourtant tous se renferment. Qu'ils aient profité ou non de la mondialisation, parce que la crise du Covid nous l'a montré, ce qui fonde une communauté humaine, c'est ni la prospérité d'abord, ni la défense des libertés individuelles, c'est d'abord, quand l'essentiel est en cause, réagir ensemble de la même façon. Et donc, évidemment, le chaos qui se déploie sous nos yeux a été pour moi une façon de valider une thèse très différente des conceptions habituelles de l'histoire ou du cours des choses, mais il m'a fallu, en un mot, il m'a fallu un peu de temps pour sortir du bois. Je sais, j'avais dit à mon éditeur, si j'ai raison, personne ne lira mon livre. Bon, parce que l'imaginaire français est tellement différent de la thèse du livre que, bon, alors je pense que l'inquiétude fait que on doit penser ensemble, parce que le chaos n'est pas seulement objectif, avec les replis des peuples, les guerres qui se profilent, bon, mais il est aussi cognitif. Les classes dirigeantes, mues par l'économicisme et le technicisme, ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels pour penser ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, économiques et géopolitiques. Il faut tout tenir ensemble, et donc je propose ma grille d'analyse sur les imaginaires pérennes et leurs outils, et les moments dans l'histoire d'affaissement, c'est quand les outils se sont tellement éloignés des imaginaires qu'ils se retournent. Et si la France est effectivement la plus pessimiste au monde, c'est pour les raisons que vous avez indiquées, pour faire tenir ensemble des Celtes, des Latins, des Germains. L'imaginaire français a dû construire des représentations par écart au réel, ce que j'appelle la projection, et par l'universalisme. Le fait d'embrasser le monde, comme disait Malraux, les croisades avant les guerres napoléoniennes, on peut rajouter notre façon singulière de coloniser ou de concevoir l'Europe comme la France en grand. Quand les outils qui sont les nôtres se retournent contre l'imaginaire, qui est le moment actuel, alors c'est l'effondrement. Donc, nous connaissons un moment d'effondrement plus important qu'ailleurs, parce que nous devons construire notre avenir au travers de disputes politiques communes. Or, l'Union européenne, relayée par le sommet de l'État, dit aux Français, non, c'est plus comme ça. Pour survivre, il faut répondre à des exigences et procédures économiques. Et peu à peu, ça épuise la République, le contournement de la souveraineté nationale épuise
la souveraineté populaire, et notre pays, en 30 ans, s'est affaissé dans tous les domaines. C'est sans doute du fait de cette singularité de notre imaginaire que nous sommes le peuple qui a été le plus déstabilisé par la globalisation néolibérale, alors qu'une certaine conception de l'universalisme a fait que les Français ont été à la pointe de l'Europe néolibérale. Bon, mais je reviens avec Arnaud Benedetti sous l'inspiration d'Alain Supiot dans sa nouvelle préface des lettres persanes de Montesquieu dès les Lumières sur le débat Montesquieu-Condorcet. Ce sont, je dirais, Montesquieu, c'est un universel, un juriste qui dit « la loi doit être adaptée aux us et coutumes des peuples » et suivre, accompagner les us et coutumes des peuples. Et le mathématicien Condorcet dit taratata, c'est quoi ces vieilleries d'us et coutumes des peuples? La vérité est une, la raison est une, la loi doit être la même partout, quels que soient les us et coutumes des peuples, et les peuples suivront. Voilà la pensée néolibérale. L'Union européenne est un sous-produit de la pensée de Condorcet. Absolument. C'est-à-dire que pour moi, le néolibéralisme est l'inverse du libéralisme, le progressisme est l'inverse du progrès. Au fond, la question, c'est un nécessaire humanisme universel et enraciné dans ce que sont les peuples. Et c'est pour l'avoir oublié que nous sommes dans la catastrophe actuelle d'une globalisation promue par l'Occident pour des raisons de représentation et d'intérêt qui se retournent, pas seulement contre ce qu'on appelle le Sud global, mais même l'Occident qui est dorénavant en panne d'avenir pour des raisons un peu différentes au sein de l'Occident, entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, vous me voyez prendre des notes tout gribouillées, parce que moi j'ai malheureusement perdu ma copie du livre, que j'ai depuis le début. Oui, mais ce qui est agaçant, racheter c'est facile, mais par contre, reprendre toutes les notes que j'ai écrites. Parce que hier, je me suis fait voler mon sac dans un café place de la Bastille, à l'intérieur. Et en plus d'y avoir perdu mes papiers, il y avait le livre où je reprenais les notes pour préparer notre entretien. Donc tout ça a disparu. Les papiers, c'est la croix et la bannière pour tout refaire. Oui, mais bon, ça c'est un ennui administratif et une perte de temps. Et, on s'y retrouve. Mais perdre des livres à noter font que les idées me reviennent au fur et à mesure. Donc vous l'avez très bien dit, c'est l'incohérence entre les imaginaires au long cours des peuples, qui vous relie d'ailleurs à l'école des annales en histoire. Il y a une histoire longue qui parle au peuple, sans même que parfois les individus chacun s'en rendent compte ou puissent l'exprimer. Je voudrais préciser une chose, c'est que quand j'étais jeune, étudiant, militant, je lisais énormément. Et puis, pendant 30-40 ans, j'ai arrêté de lire. Enfin, je lisais des rapports, des études, des notes faites par les gens avec qui je travaillais. Et c'est quand j'ai commencé à solidifier mon bricolage intellectuel que j'ai ensuite rencontré des gens qui m'ont marqué et qui ont été en résonance, effectivement. Alors, je les cite dans le livre, Marcel Gaucher, Alain Supiot, dans la toute dernière période de sa vie, Pierre Legendre, mais que je connaissais même pas il y a encore 5 ans. C'est Alain Supiot et Pierre Musso, auxquels je réfère souvent, qui m'ont dit « mais tu dois lire Pierre Legendre ». Et pour la RPP, grâce à la RPP, j'ai pu échanger avec Pierre Legendre. Et puis, effectivement, j'avais lu Braudel quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup lu. Mais j'avais lu Braudel quand j'étais jeune. J'avais une vision à peu près
pas très clair sur Castoriadis, un peu le fort, mais au fond, ce sont des échos, des résonances, et ensuite chacun a sa grille d'analyse. Mais sur les constats lourds, oui, dès qu'on travaille sur l'histoire, on voit bien, et Braudel a été quelqu'un d'important. Soit parce qu'au départ, c'est sa matrice, soit parce que sur le tard, c'est le cas d'Huntington, après avoir été un néolibéral, notamment dans une note pour la trilatérale The Crisis of Democracy, avec Huntington ou Watanabe, il construit ce que va devenir l'Europe néolibérale. Et j'ai fait partie d'un groupe de réflexion avec le fondateur de la trilatérale, Georges Pertoin, qui était avec Brzezinski, Kissinger. On a eu moult échanges sur cette fameuse note. Mais au départ, Huntington dit il faut absolument aider les gouvernants à se déconnecter de leur peuple. Parce que après la fin de Bretton Woods et avec le nouveau capitalisme financier, les demandes exponentielles des peuples en Occident, on ne peut plus y répondre. Donc il faut externaliser sur des instances dites indépendantes le soin d'expliquer au peuple que demain ne sera pas meilleur aujourd'hui, voire ce sera pire. Huntington, après la chute du mur, voyant ce qui se passe ou anticipant ce qui se passe, on revient sur cette illusion qu'on pourrait passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, qu'on pourrait techniciser une gestion des communautés humaines en transférant hors de la sphère politique le soin et la légitimité pour prendre des décisions concernant les peuples. C'est très intéressant ce que tu nous dis en parlant de Huntington et de la géopolitique, car ton livre, alors moi je suis plutôt géopoliticien de profession, et ton livre, alors qu'il parle de la France, du destin de la France, est une clé de lecture de ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique. J'avais noté, mais là j'ai renoté parce que tu l'as dit, l'immense puissance actuelle des BRICS, menée par Xi Jinping et Vladimir Poutine, mais peut-être encore plus Vladimir Poutine, c'est la compréhension profonde de l'imaginaire des peuples, et d'abord du sien, et ce qu'ils construisent avec ce qu'ils appellent la multipolarité. C'est une mondialisation nouvelle, où il y a évidemment des échanges commerciaux, des affrontements commerciaux, des échanges financiers, des coopérations scientifiques, mais où il n'y a pas d'interférence dans les imaginaires. Oui. Et face à un Occident qui, comme tu le dis, épuise ses propres peuples, parce que quand on construit la souveraineté européenne, comme le veut Emmanuel Macron et les européistes à Bruxelles, il faudrait qu'il y ait un peuple européen. Or, ce peuple européen n'existe pas, parce que les Italiens sont italiens, les Anglais sont anglais, les Allemands sont allemands, les Français sont français, comme tu l'as dit, et que ça coince, leurs imaginaires coincent les uns par rapport aux autres, puis surtout, ils ne rentrent pas. On essaye tous de les mettre avec une boule dans un triangle, comme font les petits-enfants, et parfois les petits-enfants tapent au marteau pour que le rond rentre dans le triangle et casse la machine, et c'est ce qui est en train de se passer. Cette machine fragilisée et ne correspond pas à cette puissance qui fonctionne sur ta grille d'analyse. Oui, absolument. Le cours de l'histoire est fait par les peuples. Et les peuples, c'est d'abord les imaginaires qui se donnent des dirigeants. Alors, c'est une friction, c'est une dialectique, il y a aussi... mais il faut, avant de déconstruire intellectuellement, et avant de mettre en exergue les classes, la lutte des classes, il faut au préalable se demander pourquoi des sociétés, des communautés humaines. Le sapiens sait
il va mourir individuellement et que collectivement, s'il ne s'assemble pas, il va disparaître. Et il s'assemble d'abord par des constructions d'hétéronomie que sont l'animisme, le polythéisme, le monothéisme des institutions, l'État, qui permet la construction d'un écart suffisant entre le signifiant, le signifié, ce que j'appelle le temporel et le spirituel, pour la fonction présidentielle, qui permettent d'assembler des grandes quantités de personnes au sein des communautés humaines. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, le cas de l'Union européenne est intéressant parce que c'est le laboratoire le plus abouti de la pensée des gouvernances néolibérales. On voit bien qu'au départ, avant la chute du mur, c'est initié par les peuples pour des raisons géopolitiques et le fait que l'Occident, enfin l'Europe occidentale s'unifie face aux dangers soviétiques ou totalitaires. Mais après la chute du mur, c'est là où interviennent Fukuyama et Huntington. Après la chute du mur, il y a une fuite en avant dans l'histoire, mais qui provient d'abord des peuples. Après 89, au fond, chaque peuple reprend ses libertés. L'Allemagne reconnaît la Slovénie, la Croatie, sans en parler à la France. Et Mitterrand, pour éviter que l'Allemagne largue les amarres de l'Europe, lui propose à Kohl des institutions et des gouvernances conformes à l'imaginaire allemand. Nous construisons l'avenir par des disputes politiques communes, à un moment solidifié par l'État. Les Allemands, c'est un phénomène immanent où il faut respecter des disciplines et des procédures. Donc après le militarisme et le nazisme, ce sera l'ordo-libéralisme plus Habermas. Et donc, au fond, Mitterrand va dire à Kohl, on va mettre en place des gouvernances où, au fond, la conception de l'indépendance de la BCE, le respect des normes, des règles, hein, en allemand c'est le même terme pour dire dette et culpabilité, Schuld. Donc il propose au fond une Europe à l'allemande, conforme à l'imaginaire allemand, mais complètement contradictoire à terme avec ce que nous sommes. Mais un Français peut penser ça parce qu'il voit loin. Et puis, nous sommes hugoliens, napoléoniens. C'était la phrase de Mitterrand lors de Maastricht. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Donc nous avons mis en place les processus d'échappée et de déracinement des institutions des peuples. Car évidemment, depuis Mare Nostrum, contrairement à ce que dit le pape François, le génie occidental vient de la confrontation autour d'un espace géographique restreint, Mare Nostrum, de peuples aux imaginaires divers. Et donc le génie européen, c'est l'inverse de l'Union européenne. Et si l'Europe disparaît, si elle n'est même plus maître de son destin en Ukraine, hein, tout se passe à Washington, un peu à Londres, et puis à Moscou et à Pékin. Mais si l'Europe n'a plus de prise toutes ces dernières années en termes d'autonomie stratégique, c'est que les institutions européennes sont tellement détachées des fondamentaux de l'Europe, ces peuples, qu'il y a un affaissement généralisé et que les peuples sont renvoyés à eux-mêmes, et que pour éviter de se fragmenter, peu à peu ils se replient. Et la dynamique ultime de ça, c'est l'affrontement,
c'est l'affrontement aux autres. Alors, je suis sensible à ce que vous avez dit, Georges, tu as dit, tous les peuples se sont modernisés avec la globalisation économique, financière et numérique, avec le capitalisme financier. Mais moderniser, ce n'est pas s'occidentaliser. Voilà le vice de forme de l'imaginaire occidental. Nous, occidentaux, pensons que la modernisation, le marché, son libre déploiement est un vecteur des libertés et de la démocratie libérale. Non, non. Les vecteurs de tout ça, ce sont les imaginaires des peuples. D'où l'incompréhension et la peur des Occidentaux qui sont en panne d'avenir, les Américains parce qu'ils voient qu'ils sont en train de perdre leur leadership, les Européens parce qu'ils ne voient plus rien, ils ne comprennent plus rien. Cette panne de l'avenir vient justement de ce que l'homme occidental doit être comme maître et possesseur de la nature. Donc il a besoin d'avoir une idée du point d'arrivée. Pas les orientaux, pas les Américains et même pas les latino-américains ou les arabo-musulmans. Eux, leur sujet, c'est d'être en harmonie avec Dieu, avec la nature. Avec la famille. Donc, voilà. Je souris parce que j'ai participé à l'organisation d'une élection en Afghanistan, à l'occidental, sur un peuple qui... En fait, c'est vraiment la rencontre d'une poule avec une pile nucléaire. Alors, je ne sais pas qui est la pile nucléaire et qui est la poule, mais c'est une incompréhension totale. Rien ne colle. Avec, d'un côté, la démocratie libérale, un homme, une voix, l'expression de la conscience de l'individu, et en face, l'expression du collectif qui s'inscrit dans une logique harmonieuse avec son monde. Deux visions complètement parallèles. Et d'ailleurs, Georges, si à la Renaissance, la Chine a la même puissance que l'Europe, l'Europe décolle et la Chine stagne. Et Xi Jinping veut maintenant rattraper le temps perdu. Mais quelle était la justification de l'empereur de Chine au XIXe par rapport au roi d'Angleterre qui lui disait « mais profitez des technologies ». Voilà une approche ricardienne de l'économie, ce qui est bon pour vous est bon pour nous. Et l'empereur dit non, pour nous la technologie, la technique, c'est pas une finalité. On est mu par d'autres choses. Alors paradoxalement, donc, la globalisation néolibérale part de l'Occident pour les intérêts de l'Occident et échappe peu à peu, cognitivement, plus à l'Occident qu'au sud du global, parce que les modalités de la globalisation par les gouvernances néolibérales, les marchés et les techniques, encastrées avec le numérique, fait que les peuples occidentaux sont dans le désarroi. Les Européens plus que les Américains, parce que les Américains, c'est une terre promise, et l'imaginaire américain fait que d'abord, les Américains peuvent aller à l'extérieur, revenir, mais surtout, leur contrat initial est là, c'est la terre promise, hormis les descendants d'esclaves ou d'Amérindiens. Donc, l'innovation peut se déployer nonobstant le progrès, pas en Europe. En Europe, l'innovation doit être intégrée au progrès et à ce que les représentants des peuples, les États, ont à en dire. Donc le rapport au numérique, non seulement différent entre l'Orient et l'Occident, par exemple, mais même au sein de l'Occident, entre Américains et Européens. Alors tous ces constats viennent du fait, évidemment, comme professionnels
travaillant pour des boîtes et des multinationales, j'ai bossé sur les problématiques du numérique. Bon, si ça ne va pas en France, c'est que le numérique est présenté comme la solution de survie, et donc une finalité, alors que le rapport des Français au métier, c'est l'inverse. C'est le numérique est un moyen du métier, mais ceux qui s'y connaissent en numérique débarquent en bypassant cette question des fins et des moyens et en inversant des façons de faire contradictoires avec l'imaginaire français, mais c'est pareil pour les grands cabinets de conseil anglo-saxons à la tête de l'État en France et des grandes entreprises. Ils mettent en avant les procédures en oubliant que l'imaginaire des Français, c'est pourquoi. Si on a la réponse au pourquoi, alors on va au comment. Mais si on n'a pas la réponse au pourquoi par une maîtrise cognitive de l'imaginaire, des discussions et tout, on va dire oui avec la tête et non avec les tripes. Parce qu'on dit oui, il faut survivre, mais en même temps, on ne peut pas renoncer à ce que l'on est. Voilà la tension française d'une France qui a construit intellectuellement et politiquement le néolibéralisme qui se retourne ensuite contre l'imaginaire français. Voilà. Ce que disait Pény, tout commence en mystique, il parlait de la République, tout commence en mystique et se dégrade en politique. Il voulait dire par là, la politique c'est un moyen, la mystique c'est une finalité. Eh bien, on va au chaos quand il y a substitution des fins et des moyens. Hannah Arendt en parlait. Oui. Alors justement, pour finir cette discussion autour de ton livre, toi qui as si souvent vu en avant ce qui allait advenir, qu'est-ce que tu en penses au final ? Est-ce qu'on se dirige vers le chaos, ou est-ce que le peuple va trouver l'énergie dans son imaginaire pour remettre arrêter de marcher sur la tête. Donc pour clore notre discussion, toi qui as été, j'allais dire un visionnaire, enfin quelqu'un qui a, à force de bien connaître la société française, de faire tant d'études qualitatives et quantitatives, d'anticiper, comment vois-tu l'avenir ? Est-ce qu'on va définitivement plonger dans le chaos, ou est-ce que les peuples, en tout cas le peuple de France, va-t-il faire revenir le tout sur les pieds et repartir ? Et d'ailleurs, politiquement, est-ce que nous, par exemple, dans notre mouvement République souveraine, ou d'autres, enfin, disons de la gauche républicaine, qui avons cette mystique que tu évoquais, est-ce que ça sert à quelque chose encore, ou nous sommes un petit village gaulois qui attend la défaite finale ? Plusieurs choses. La première, d'ordre général, on est dans une course de vitesse entre la recivilisation, la mondialisation et la barbarie. La recivilisation, la mondialisation, ça veut dire que les peuples redeviennent maîtres de leur destin. Ils ne délèguent pas ça à des gouvernances chargées de réguler des marchés, des techniques, des intérêts. Donc ça passe forcément par le retour du politique. Il y a deux choses. Il y a le monde, la césure du monde tel qu'on peut la voir, l'Occident et le Sud global, et puis il y a des leviers possibles. Là, pas la peine de passer du temps sur le chaos. On en voit déjà des signes annonciateurs. Alors, parce qu'en fait, il y a trois scénarios. Soit un nouvel ordre international se met en place conforme aux imaginaires des peuples. Ça veut dire que la globalisation rentre dans le lit de la mondialisation par le haut, par les prises de conscience des gouvernants. Soit par le bas, les poussées des peuples sont telles que
les renfermements, les différences entre les souverainetés et les nationalismes vont peu à peu se civiliser, et par le bas, l'ordre international va bouger, soit c'est le chaos. Bon, alors, ce qui se passe entre l'Occident et le Sud global, c'est l'Occident ne croit plus en l'avenir. Le Sud global croit en l'avenir, parce que d'abord, ils doivent se rattraper, mais ça veut dire que sur des objets communs, comme la lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité, les différences ne portent pas seulement sur les questions financières et de justice redistributive, mais aussi sur les façons d'être et le rapport au temps. Donc, grosso modo, les Occidentaux disent « faut arrêter, il faut… » Bon, évidemment, le Sud global se dit, ils utilisent ça comme argument pour empêcher notre rattrapage, alors que c'est eux les pollueurs, enfin bon, bref. Donc il y a, au fond, il y a les thématiques communes, réchauffement climatique, biodiversité, grande question autour du numérique, de l'éthique, grande question migratoire. Est-ce qu'il est possible par le haut de bouger? Alors, l'Europe est normalement mieux à même, du fait de son histoire, de comprendre le Sud global. Mais il y a une perte terrible de vision stratégique des gens européens. On le voit bien, même le président Macron, qui au plan international sent les choses, essaye de se dégager de la tutelle américaine. On ne peut pas dire que ça soit très construit, très cohérent. Il est souvent à contre-temps, et même quand il a raison sur le fond, il peut être terriblement maladroit. Mais je vois un rapprochement possible entre l'Occident et le Sud global par des initiatives venant soit de l'Europe, soit de dirigeants américains moins universalistes. Vous l'avez compris, moi je plaide pour l'universel à la Montesquieu, et non pas pour l'universalisme à la Condorcet. Et donc, voilà, les scénarios qui seraient optimistes, c'est les peuples se réapproprient leur avenir. Alors, les forces qui mettent en avant la souveraineté posent, selon moi, comme vous, les questions à la bonne hauteur des problèmes. Les Français ne le voient pas spontanément, parce que comme ils veulent embrasser le monde, comme ils se projettent de l'intérieur vers l'extérieur, l'idée que, même s'ils en ont de plus en plus conscience, on impose à ce point au peuple européen, et on va le voir lors du Conseil européen, si c'est la fin du droit de veto, a fortiori la maîtrise du destin, spontanément, les Français ne le voient pas, même si lors de la chacrie des Gilets jaunes, Macron nourrit ton peuple, il avait nourri la question sociale officielle, et puis il y a ton peuple, c'est au fait, ce que tu décides, il faut que ça vienne de nous. Bon, et l'épuisement, évidemment, de la République vient du contournement de la souveraineté nationale, parce que l'imaginaire français, c'est le déploiement de la dispute politique commune. Or, pour que la dispute se déploie, il faut qu'il y ait le commun. Le commun dépend
de la souveraineté nationale. Donc dans ma grille d'analyse, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire, de la bonne relation entre gouvernants et gouvernés et de l'effectivité de la République. Alors là-dedans, nous avons un avantage et un inconvénient. Le fond du pays demeure très massivement républicain. Le problème, c'est les outils politiques du pays, qui est le sommet de l'État et nos classes dirigeantes. Elles s'évadent consciemment ou non dans le fait de diluer les responsabilités qui sont les leurs à des instances de gouvernance. Mais au fond, je vois par exemple le rapport à la République, à la laïcité, à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme au travers des études d'opinion. Les 3/4 des Français sont républicains. Le problème, c'est la forme que prend, venant du sommet de l'État, ces politiques, ces gouvernances, et puis un affaissement généralisé. Et là, il faut lutter contre la peur. La peur à la fois des minorités activistes, identitaristes, et au fond, l'idée que la volonté politique ne serait pas l'alpha et l'oméga des ressources des peuples. Donc je pense que, et c'est aussi un peu l'objet du livre, beaucoup m'ont reproché à moi, Arnaud Benedetti, à l'éditeur, le titre. Outre que malheureusement, plus on avance, plus on voit les effets du chaos, le titre et surtout le contenu vise à dire, pour éviter le pire, il faut ne pas se tromper de diagnostic. Et donc, le diagnostic essentiel, c'est que les peuples font l'histoire, on ne peut pas leur forcer la main, et la fragmentation, le repli des peuples et le fait d'aller à la guerre sont l'expression des peuples qui veulent maîtriser leur destin, même sous les formes les plus barbares. Regardez l'implicite du Hamas, ou même de Poutine. C'est de dire à l'Occident, vous avez de belles technologies, mais venez vous battre sur le terrain et on verra ce qui reste de vous. Donc, certains peuples ou certaines formations politiques veulent faire à l'Occident la démonstration que la meilleure preuve du pudding, c'est qu'on le mange et que leurs peuples à eux sont prêts à donner la mort aux autres et à verser leur sang pour faire la démonstration qu'ils sont, eux, souverains du cours des choses, que ce soit pour des raisons religieuses, de fanatisme et de radicalisme religieux, ou que ce soit pour des raisons de continuité historique. Donc, les peuples sont prêts à aller très loin pour refuser que ce soit en dernière instance les marchés et les techniques qui décident de la maîtrise de leur destin, justement parce que depuis des siècles, ce qu'essayent de faire les communautés humaines, y compris de façon traditionnelle par des guerres, c'est faire la démonstration qu'ils maîtrisent leur destin. De ce point de vue-là, la République est bien la forme politique de l'imaginaire français, dont la souveraineté est la condition sine qua non. C'est dans nos textes baptismaux, c'est dans la tradition de la gauche, puis de la droite, et c'est ce qui ressort des études ou compréhensions des phénomènes travaillant et venant du fond du pays, dans une continuité historique. Et donc, il faut remettre l'État au service de la nation, et là, il y a du travail.
travail au vu du fossé qui se creuse terriblement entre les visions des dirigeants, des classes dirigeantes, d'une grande partie des élites et ce qui fait le fond. C'est pour ça que vous avez une vocation non seulement politique, mais d'enseignement, de transmission de lumière, tant dans nos écoles, peu à peu, même celles qui forment les élites, elles se sont détachées de la compréhension de ce que sont les peuples en général et du nôtre en particulier. Merci Stéphane Merci. pour cette discussion. J'invite encore tout le monde à aller lire ce livre remarquable et réfléchir avec Stéphane Rosès sur toutes ces questions qui étaient abordées. Souverain demain, est-ce que le retour de l'État au service du peuple, l'Europe au service des États-nations et non l'inverse. Voilà. Si vous avez aimé, eh bien, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de mettre les petits pouces, les cloches, de commenter. C'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez pour qu'on engage des discussions. De partager auprès de vos amis, de faire connaître, de faire découvrir. Et pour ceux qui en ont les moyens, eh bien, nous prenons les petits cadeaux de Noël pour nous aider à continuer à nous développer et à faire encore de meilleures émissions. Merci à vous et à très bientôt. Merci Stéphane. Merci Georges.